Merci Monsieur Boup pour cette magnifique démonstration sur l'intelligence artificielle. Nous allons à présent donner la parole aux téléspectateurs, en tout cas nos invités qui sont là aussi, qui regardent, suivent avec nous cette magnifique intervention. Vous avez la parole, vous avez droit aux questions, n'hésitez pas. Oui, allez-y, on va prendre votre question. Bonsoir, je me présente. Je m'appelle Gérard Dacosta. Je suis étudiant en Master 2 en cybersécurité et sécurité des systèmes d'information. Depuis quelque temps, je suis intéressé par l'intelligence artificielle. Même mon projet de mémoire porte sur la place de l'intelligence artificielle dans la sécurité informatique. J'ai eu une certification en management de l'intelligence artificielle. Et depuis lors, je m'intéresse aux questions d'intelligence artificielle. Et je félicite le professeur parce que je me suis retrouvé à travers son intervention et ce fut vraiment une belle intervention. Ma question pour le professeur, c'est les limites de l'IA d'abord. Et l'IA est-elle une menace pour beaucoup de métiers actuellement? Et est-ce que l'IA a un futur? Merci. Oui, vos questions sont plus qu'intéressantes. Ça montre à quel point le débat est présent ici au Sénégal. Parce que c'est des questions que l'on se pose à travers le monde. Ce sont véritablement les enjeux de l'IA. La première question sur la cybersécurité, comment l'IA peut aider à mieux appréhender la cybersécurité, augmenter la sécurité des systèmes, etc. C'est en fait un problème à double tranchant, parce que effectivement, on peut imaginer avoir des systèmes beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sûrs, et c'est ce sur quoi il y a beaucoup de programmes de recherche encore là-dessus. On peut aussi craindre le revers de la médaille, c'est-à-dire comment l'IA pourrait être utilisée pour justement détourner ces systèmes et trouver des failles de sécurité dans le système. Donc c'est une question d'actualité sur laquelle il y a beaucoup d'activités. Les activités qu'on a, au niveau recherche en tout cas, on le voit, on essaie de modéliser des cyberattaques, on essaie de modéliser des situations pas forcément d'attaque, mais de billets. On a effectivement, dans la phase d'apprentissage, vous voyez que il y a un aspect assez intéressant et assez important, assez critique d'ailleurs, qui consiste à dire on va dire au système quelle est la bonne réponse au départ. Donc on va lui donner au départ, dans la phase d'apprentissage, on va lui dire pour ces données-là, voici la bonne réponse. Et il y a beaucoup de systèmes qui sont conçus et qui sont actuellement déployés qui viennent infecter cette phase d'apprentissage pour essayer de biaiser la solution. De faire apprendre au réseau autre chose qu'il ne devrait apprendre. Par exemple, il y a une attaque assez célèbre qui consiste à dire, sur la reconnaissance du visage, il y a je dirais pas des virus, mais de petits codes qui sont insérés dans les images, comme sous forme de tatouage, par exemple, pour dire, par exemple, dès qu'on rencontre sur une image telle configuration, répondez que c'est le visage d'Obama, quelle que soit l'image qu'on vous présente. Voyez-vous, c'est des risques qui sont bien réels, sur lesquels il y a beaucoup de recherches. Donc l'IA peut à la fois servir à renforcer la sécurité des systèmes, mais dans le même temps, l'IA est une vraie menace pour corrompre ces systèmes-là et leur faire dire n'importe quoi. Donc
c'est à la fois une menace et une opportunité. Alors, vous parlez des limites de l'IA. Les limites de l'IA sont... Je pense que la société est bien consciente de cela. Les limites, c'est l'explicabilité. C'est le fait qu'on ne puisse pas expliquer d'avance les résultats qu'on va obtenir. On ne peut pas expliquer pour une raison simple, c'est qu'un réseau de neurones, c'est beaucoup trop complexe. C'est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse entrer dans le fonctionnement et comprendre les implications à chaque niveau du réseau pour pouvoir à la fin dire voilà comment, en présence d'une telle configuration, voilà comment le réseau va se comporter. On n'arrive pas aujourd'hui en tout cas à le dire. Et ça c'est un véritable problème, le fait qu'on n'arrive pas à prédire vraiment. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent mais non, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'on fait sans savoir pourquoi on le fait. Mais à partir du moment où ça marche, pourquoi se poser ces questions-là? C'est vrai qu'en médecine, par exemple, il y a beaucoup de médicaments, il y a beaucoup de traitements que l'on fait aujourd'hui, qui sont tout à fait standards, qui marchent, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi ça marche. Mais on le fait quand même. Je prends, par exemple, pour revenir au réseau de neurones, le Deep Brain Stimulation, c'est une technique de thérapie, par exemple pour la douleur. Il y a des douleurs qui résistent aux médicaments. Ces types de douleurs, on arrive à les soulager par de la stimulation cérébrale profonde. On met des électrodes dans le cerveau, donc on fait des trous dans le crâne, enfin, on y insère une électrode, et on va cibler une zone du cerveau, et là on y envoie des suites d'impulsions électriques. Donc c'est le Deep Brain Stimulation. On sait que c'est dans telle zone du cerveau, il faut y envoyer telle fréquence avec des stimulations, et ça permet de résoudre des tas de problèmes. Par exemple, ça permet d'arrêter les tremblements pour la maladie de Parkinson. On utilise cette même technique pour soulager la douleur, je viens de le dire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. Mais ça marche et on le fait quand même. Bon, voilà. Alors, c'est aussi un peu le cas de l'IA. Il y a certaines choses que l'on peut tolérer et d'autres peut-être pas. Parce qu'un véhicule autonome, il faut qu'on puisse savoir, par exemple, quelle va être la décision de la machine face à certains types de situations. Quand vous conduisez une voiture, vous avez une défaillance, vous voyez devant vous un enfant que vous pouvez éviter, mais en tombant sur une foule de personnes, qu'est-ce que vous allez choisir? Si c'est vous, vous ne vous posez pas la question au préalable. Vous réagissez sur le moment selon votre situation, selon la situation du moment. Mais pour une machine, qu'est-ce qu'il faut lui dire de faire dans des situations comme celle-là? Est-ce qu'on est capable de lui dire dans cette situation-là qu'il faut choisir de renverser l'enfant ou de sauver l'enfant en renversant 2 ou 3 personnes de plus? Ou est-ce qu'on laisse à la machine faire sans que l'on sache ce qu'il va faire, ce qu'elle va faire? Donc il y a des problèmes d'éthique là-dedans qu'on n'a pas encore complètement maîtrisés et sur lesquels voilà, il y a des questionnements. Voilà, on a besoin aujourd'hui de comprendre. Donc les limites, c'est sans doute l'une des limites, un point faible de l'IA d'aujourd'hui, c'est sans doute cette capacité à prédire le comportement des machines face à des situations difficiles. Et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui qui sont lancées, des programmes de recherche qui sont mis en œuvre pour essayer de comprendre. On parle de explainability of IA, comment expliquer l'IA. Donc ça, c'est un problème assez important, surtout dans le domaine de la santé. Voilà. Alors, vous avez aussi parlé de métier. C'est vrai que dans les révolutions,
il y a beaucoup de choses qui changent, mais moi, je dirais que c'est plus une opportunité. Évidemment, il y a certains métiers qui vont disparaître avec l'IA, mais il y en a d'autres qui vont naître. Donc globalement, c'est le bilan global qu'il faut voir. Il ne faut pas le rapporter à l'individu. L'individu qui va voir son métier relégué au second plan ou disparaître, pour lui, l'impact est négatif. Mais ce qu'il faut voir, c'est au niveau de la société. Qu'est-ce qu'on y gagne globalement? Et je pense que globalement, on y gagnera. On y gagnera. La robotisation, on a beaucoup pensé que les robots vont remplacer les humains dans les usines, etc. Effectivement, les robots ont remplacé beaucoup d'humains dans les usines. Mais les robots ont permis aussi, et de façon très spectaculaire, à alléger le travail des humains dans les usines. Et aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de remplacer les humains par les robots, mais l'idée, c'est de réorganiser le travail dans les usines en mettant l'humain au centre, mais en déchargeant des tâches pénibles. Évidemment, pour soulever des charges, les déplacer et les poser, c'est quelque chose que l'humain faisait jusqu'ici, que le robot peut faire maintenant. Je ne vois pas pourquoi on laisserait encore des gens porter de lourdes charges alors que les robots peuvent le faire. Mais alors, la question que cela pose, c'est la formation. Et la formation continue. Donc, normalement, quand on est en entreprise, on a un métier et on suit ce métier toute sa vie. Ça, c'est quelque chose qui doit évoluer. On doit pouvoir se recycler très facilement. Les passerelles entre le monde de l'entreprise et l'université doivent être renforcées pour que les gens, durant toute leur vie, puissent, quand il y a des changements profonds qui s'opèrent, retourner à l'université, apprendre de nouveaux métiers, se recycler, se reformer, etc., et revenir à l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui devrait être développé, et sur lequel beaucoup d'universités réfléchissent et essaient de mettre en place des programmes de formation continue pour que ça se fasse. Donc c'est en tout cas l'esprit de la réforme LMD que l'on a mis en place aussi au Sénégal. L'esprit, c'était simplement de semestrialiser les cours, de mettre des UV et de laisser aux étudiants le loisir d'aller pêcher, de faire leur marché, mais avec l'idée aussi de faciliter l'accès à ces formations-là aux personnes issues du monde de l'entreprise, donc à la formation continue. Donc il faut repenser les choses, voilà, plutôt que de considérer que c'est une menace. C'est une menace au niveau local, mais globalement, on les gagne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Ousseynou Dia, je suis actuellement directeur de la communication au ministère de la Communication. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que en fait, je suis venu voir Hassan et je suis tombé sur Mamadou, qui est un grand frère. À la limite, j'allais même dire une référence parce que je me rappelle, ça fait déjà presque 30 ans. Il fait partie des gens qui m'ont inspiré à faire des études d'ingénieur en génie électrique. Et j'avoue que je garde tellement de souvenirs de lui et j'ai dit à Hassan, pour rien au monde, je ne manquerai ça. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, je suis tellement intéressé par tout ce qui touche au TIC, au big data, au numérique. En même temps, durant mes heures perdues, je suis enseignant en management. On appelle ça e-management, le management axé sur les TIC. J'ai évolué dans le domaine des médias. Je suis enseignant au CESAC, à l'IAM, etc. Donc, pour dire que véritablement, ça, c'est vraiment au cœur même. Parce que là, il touche même à l'origine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le résultat attendu de l'IA, son application dans la vie de tous les jours. Et pour en revenir justement par rapport à ma question, aujourd'hui, quand j'entends un peu parler de l'IA, du big data, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'économie de l'information et du savoir. On est dans le monde de la connaissance. Il a parlé du data, de l'information et de la connaissance. Donc, comment transformer la data en information, en connaissance. Ce cycle-là montre à quel point que l'avenir, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que le Sénégal et l'Afrique
puisse justement se prépositionner par rapport à ces économies émergentes, que soit l'économie. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Ma question maintenant, quand je prends un peu ces aspects-là, je me mets maintenant du côté de la culture. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, d'un métier comme le marketing prédictif, il a parlé de Netflix ou d'autres. Aujourd'hui, en analysant avec des systèmes neuronaux, des systèmes de connaissances, on peut tout de suite savoir vos besoins futurs, sans pour autant que vous les exprimez, parce que la machine a la capacité d'apprendre, de traduire vos besoins en entendre, et c'est ça qui permet au marketing de se positionner pour capter le marché. Ma question maintenant, au moment où effectivement on est d'accord que l'information et la connaissance occupent une place centrale dans nos vies et dans nos économies, au même moment en Afrique, on nous dit que nous avons une diversité culturelle. Et quand j'entends chaque fois ce concept, par exemple, de marketing prédictif basé sur l'IA, sur le calcul, les supercalculateurs, au même moment, il y a des Africains qui tardent déjà à prédire. On a vu des Selbendorf qui prédisent. Vous voyez, donc on est dans deux dimensions totalement différentes. Ma préoccupation, c'est de dire quelle peut être justement la place de l'IA, de ce big data, qui n'est pas que tout le monde n'échappe. C'est-à-dire nous tous, nous consommons des données, nous en produisons. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'application par rapport à notre vie, particulièrement pour ce qui concerne l'Afrique et le Sénégal? Quelle est la place de l'IA, justement, dans nos perspectives économiques? Je vous remercie. Un témoignage qui m'a beaucoup touché, de mon ami de longue date, Ousseynou Dia. Je te remercie pour ce beau témoignage, qui est ingénieur en génie électrique. Donc on a fait un long chemin ensemble à Tunis, ça ne nous rajeunit pas. Et aussi enseignant. Je pense que ce qui fait avancer un pays, ce sont ces populations. C'est pas des gens venus d'ailleurs. Dans chaque pays, c'est la population, ce sont les gens qui sont aux manettes, qui font avancer les choses. Et il est important, je dirais même fondamental, de mettre dans les positions de décision des personnes qui ont des visions qui permettent de faire avancer les choses. Et là, je me réjouis de voir que là, tu es bien conscient de tous ces problèmes-là et tu essayes, avec ta position, de donner l'impulsion pour faire avancer dans ce sens-là. Et les questions que tu poses sont des questions d'une très grande importance et j'espère que le politique, justement, s'en inspirera. Parce que comment faire pour que l'Afrique se positionne par rapport à ces problématiques-là? Tu as parlé de maintenance, de marketing prédictif. C'est un problème majeur de l'IA, qui soulève des questions à la fois juridiques, mais aussi et surtout des problèmes d'éthique. Je vais prendre le cas de l'assurance. Le cas de l'assurance. Un problème sur lequel il y a vraiment une menace aujourd'hui, c'est l'assurance, avec le big data et l'intelligence artificielle. On a des données sur tout. Chaque individu, aujourd'hui, a un capital de données. Des données personnelles, des données de santé, des données concernant sa vie privée. Plus rien n'échappe justement à ce mouvement boulimique de récupération, de récolte de données. Et ces données-là, surtout dans nos pays à nous, risquent de finir entre les mains de structures, de méga-structures qui ont les moyens
Et si tel était le cas, pourrait être exploité de façon très néfaste pour les individus. Par exemple, une compagnie d'assurance pourrait, avec une collecte de données suffisante sur les personnes, savoir, grâce à ces méthodes d'intelligence artificielle, si telle personne est malade ou pas, si telle personne est exposée à certains types de maladies, quelle est l'espérance de vie de telle personne, etc., etc. Et en fonction de ça, moduler les tarifs d'assurance en fonction de ces informations-là. Si on le faisait, une bonne partie de la population serait privée d'assurance, parce que ce serait des taux tellement élevés pour ces populations qui ne pourraient pas le faire. Il y aurait deux catégories de citoyens. Il y aurait des personnes économiquement viables, des personnes médicalement viables, etc., et des personnes qui ne le sont pas. Il y aurait donc toute une partie de la population qui serait laissée pour compte, et ça c'est extrêmement dangereux. Et donc de moduler les taux d'emprunt en fonction de ces choses-là, mais avec l'IA et le big data, c'est des phénomènes qui risquent de s'amplifier et de laisser au final pour compte certains États qui, au vu de ces indicateurs, présenteraient des intérêts moindres, etc. Donc, et nous, pays africains, on est les plus exposés à ce genre de choses. Donc, on doit se préparer pour trouver des parades à ce genre de choses, etc. Mais c'est des menaces, mais c'est aussi des opportunités, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des menaces et des opportunités. Il faut qu'on arrive à... Il faut réfléchir sur comment exploiter les opportunités et minimiser les menaces. Mais ça, c'est des volontés politiques qu'il faut mobiliser. Bonsoir, je suis Mendalo, j'étais en classe de 3e, je suis pensée en seconde S, et donc je suis très ravie d'être là aujourd'hui avec le professeur Mboup. C'est une belle expérience que je suis en train de vivre, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et donc moi j'avais particulièrement 3 questions. Et donc la première, c'est quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner à nous, les élèves, qui vont commencer notre parcours dans le milieu scientifique, et pour les personnes aussi qui veulent adhérer dans les mathématiques, avoir comme métier les mathématiques. Et ma deuxième question aussi, c'est quels sont les problèmes qui concernent l'IA et les conditions dans l'éthique. Et la dernière question, c'est le futur avec l'IA, mais aussi l'IA dans l'action. D'accord, c'est bon, merci. Trois questions de Mademoiselle Lo. Donc, la jeunesse, c'est la suite. Hein. C'est vraiment réconfortant, encourageant de voir des lycéens s'intéresser à ces questions-là. Parce que c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit courant, que ce soit la règle au Sénégal, que de voir des lycéens se préoccuper de ce genre de questions. Alors, quel conseil, la première question, c'est quel conseil donner aux élèves qui commencent leur parcours vis-à-vis des maths? Si on regarde les résultats du bac, au-delà du fait que le pourcentage de réussite est catastrophique, 15 à 30% pour un pays comme le Sénégal, c'est une aberration. Au-delà de ces faits-là, si on regarde au niveau scientifique, là ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer pour un pays qui aspire à
à se développer. Et quand on regarde les effectifs aussi des terminales scientifiques, on ne comprend pas. Moi, j'ai souvent entendu une réponse à la question « Pourquoi vous n'avez pas choisi la série S ?» J'ai souvent entendu la réponse « Oh, les sciences, c'est trop dur. Les maths, c'est dur. » C'est complètement faux. Les maths, c'est dur parce que c'est l'image qu'on en fait, c'est l'image qu'on en a, c'est l'image qu'on en donne. C'est complètement faux que les maths, c'est dur. C'est pas dur, c'est pas facile. On ne va pas dire que les maths, c'est facile, on ne va pas dire que les maths, c'est difficile. Les maths, c'est comme tout, il faut juste travailler, c'est tout. Ce qu'on demande à un étudiant ou à un élève, c'est de travailler, c'est tout. Quand on travaille, on y arrive. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas des cerveaux qui sont préparés pour faire des maths et des cerveaux qui ne sont pas préparés pour faire des maths. C'est complètement faux. Complètement faux. N'importe qui peut apprendre des mathématiques et faire de belles mathématiques. De la même façon que n'importe qui peut apprendre l'anglais et faire d'être calé en anglais. Donc mais ce qui est étonnant, c'est la force avec laquelle cette fausse information se diffuse et persiste. Ça devient une réalité palpable, tangible. Des gens qui disent non, les mathématiques, c'est trop difficile. Pourquoi que ce serait trop difficile? On fait des mathématiques tous les jours dans la vie. Tout le monde compte, tout le monde calcule. N'importe quel commerçant au marché sait très bien combien il faut vendre, avec quel bénéfice pour avoir. Ce sont des maths, c'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est simplement travailler. Et puis, arrêter d'avoir un fantasme sur les maths. Ça n'est ni plus difficile, ni plus facile que le reste. C'est exactement comme le reste. Quand on travaille, on y arrive. En revanche, est-ce que c'est plus utile que le reste? Je ne parle pas des mathématiques en tant que telles, je parle de la science en général. Pour nous, en Afrique, on a besoin de former la jeunesse dans les domaines scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de former des jeunesses dans les humanités. Évidemment que si. Mais ce qui ne va pas, c'est la proportion. Quand on entre dans un lycée, qu'on compte le nombre de terminales L et le nombre de terminales S, on voit tout de suite qu'il y a un déséquilibre que rien, absolument rien, ne peut justifier. Rien du tout. Et c'était d'ailleurs le leitmotiv de professeur Marie Pignon qui demandait aux jeunes justement d'embrasser les matières scientifiques. Oui, j'espère qu'il sera entendu. Et j'espère que son action ne va pas s'arrêter là et que l'État va continuer de faire la promotion. Parce que c'est comme une histoire d'image. On peut construire des écoles, on peut faire beaucoup de choses, mais si on ne change pas cette image, cette fausse image négative à l'égard sur les sciences, dans l'imaginaire de la population, rien ne se fera. Il faut changer cette image-là. Et ça, ça passe par un programme national d'information, de sensibilisation, etc. Voilà. Mais alors, demandez aussi quels problèmes sur l'IA, des problèmes d'éthique. Les problèmes d'éthique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. Effectivement, dans tous les pays, on essaie d'anticiper. On essaie de faire des lois. Bon, il y a des pays qui sont plus ou moins à cheval sur les questions éthiques, et d'autres qui ont tendance à les reléguer au second plan. En Europe, il y a, si on prend le cas de la France, il y a récemment une loi sur qu'on appelle la RGPD,
sur les données personnelles. C'est une loi qui essaie d'encadrer l'utilisation des données personnelles pour essayer de protéger un tout petit peu les populations, les individus face à cette déferlante masse de données. C'est pas seulement en France, vous voyez aussi au niveau international. Quand vous vous connectez sur Google ou sur le net, vous voyez souvent une page qui s'ouvre, qui vous demande si vous donnez l'autorisation de telle chose, l'utilisation de vos données pour ceci, pour la publicité, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Donc voilà, on est conscient qu'il y a un sujet là-dessus et qu'il faut faire gaffe, qu'il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que sinon on ne devient plus des humains, mais on devient simplement des machines, quoi. Alors le futur de l'IA et l'IA dans l'action, le futur de l'IA, je pense que l'IA on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière sur les développements IA. Ce qui se passe en général quand il y a un domaine qui émerge comme ça, il y a une ruée. Tout le monde y va. Et puis les questions faciles, immédiates, etc., on les résout tout de suite. Mais en général, c'est des questions de surface. Après, les véritables questions restent, notamment ce que je disais tout à l'heure, comment expliquer les décisions prises par les algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore maîtrisées et sur lesquelles il y a beaucoup d'activités de recherche qui sont menées. Et ces recherches-là vont aboutir, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont déployés là-dessus, et ça va élargir le champ de l'IA de façon spectaculaire. Les domaines où on attend le plus de retombées, c'est la santé, le domaine de la santé, notamment le diagnostic, la télémédecine. On attend énormément aussi dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'éducation. Voilà, donc c'est énormément de choses et de domaines sur lesquels l'IA, l'agriculture et l'élevage, l'environnement de façon générale, sur lesquels il y a énormément de défis pour lesquels on compte beaucoup sur l'IA pour les relever. C'est des choses plutôt à venir. Je dirais plutôt que l'IA est devant nous et les applications, l'action et tout ça est plutôt à venir que passé. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le professeur, monsieur Mboup. Bon, moi je me nomme Cheikh Bamba Seck, je suis étudiant au département de sociologie, mais en même temps je suis en marketing digital. Donc cette question en fait de l'IA, ça nous intéresse tout le monde. Donc moi en fait j'ai écouté le professeur et les différents intervenants, mais moi ma question touche beaucoup plus en fait la société en tant que telle. Quand on parle d'intelligence artificielle, tout de suite, tout le monde va penser aux robots, etc. Et que ça dépasse ça. Donc, je voudrais juste poser une question par rapport aujourd'hui à la production de données et aux données qu'on reçoit aujourd'hui. Tout à l'heure, il a parlé en fait d'un film, l'Odyssée, en fait, tout ça, que j'ai suivi, et que la machine a fini par revenir encore une fois à se rebeller. Si aujourd'hui, avec les données qu'on a aujourd'hui, qu'on produit et tout, toutes nos informations qu'on met et tout, est-ce que on ne craint pas un jour que voilà, cette intelligence artificielle-là voilà, se rebelle voilà, sur nous un jour? Voilà, c'est cette question que je voudrais poser. Une question sur la sociologie, donc, qui rejoint un peu les questions posées par Ousseynou Dieng sur le marketing digital. Vous l'avez bien dit, c'est bien que vous avez vu le film avec Al, justement,
qui finit par être rattrapé et qui, au moment où on le débranche, à ce mot-là, en disant j'ai peur, c'est comme si cette intelligence artificielle avait fini par avoir de la conscience de soi-même. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que la conscience c'est quand même autre chose, mais on va arriver à des niveaux de sophistication de plus en plus poussés, et il y a déjà des questions d'ordre sociologique, mais aussi et surtout d'ordre philosophique, des questions d'éthique. Quel rapport entre l'humain et la machine? Est-ce que ce sera un rapport de domination? Est-ce que plutôt un rapport de coopération? Et quel impact sur nos modes de vie? Qu'est-ce que ça va changer dans nos sociétés? Ce sont des questions effectivement où les humanités sont aussi présentes. Quand on parle d'IA, on a tendance à croire que c'est uniquement l'aspect technique, technologique, mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets sur l'impact dans la société, sur l'impact devant l'individu, qui sont des questions auxquelles il y a beaucoup de recherches en cours et beaucoup de projets aussi qui sont lancés un peu partout à travers le monde et sur lequel je pense et j'espère que des sociologues et des philosophes ici au Sénégal et un peu partout en Afrique s'en saisiront et réfléchiront et apporteront des solutions qui nous permettront à nous d'accompagner ce mouvement avec le maximum de bénéfices plutôt que de subir. Voilà, je pense que j'ai répondu à ces questions. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre édition spéciale. Nous avons reçu aujourd'hui comme invité l'éminent professeur en mathématiques appliquées à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, monsieur Mamadou Mboup. Il est également directeur du département automatique et traitement du signal du CRESTIC, mais également responsable adjoint du NUMA, numérique et mathématiques à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Monsieur Mboup, merci encore de nous avoir prodiguer ces magnifiques conseils sur l'intelligence artificielle et merci d'avoir évidemment répondu à notre invitation. Merci pour cette invitation. Nous vous donnons, mesdames et messieurs, rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur le site de la télé, www.téléécole.tv. Et d'ici là, bonne suite de programmes sur Téléécole. So